And welcome to this opening ceremony of the 55th edition of Vision du Réel. Bienvenue à tous. J'aimerais saluer particulièrement Madame la conseillère d'État Nuira Gorité, le conseiller d'État Vasilis Venizelos, Monsieur le conseiller municipal de la ville de Sion. Pardon, il est arrivé le président, le syndic de la ville de Nyon, Daniel Rosla, accompagné par le conseiller municipal de la ville de Nyon en charge de la culture, Alexandre Démétriades, son Excellence Marion Baradas, qui est l'ambassadrice de France en Suisse, et monsieur, bienvenue chez nous, Madame la conseillère nationale Céline Weber, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, du Grand Conseil vaudois, Mesdames et Messieurs les syndics de la région de Nyon, Madame Isabelle Monet, municipale de la ville de Gland, Monsieur Thomas Bossart, responsable de la prévoyance et membre du board de la mobilière, et notre cher invité du jour, Giuliano da Ampoli. Merci à tous d'être ici ce soir. Et pour tous ceux qui interviennent ce soir, je leur épargne des salutations officielles. Elles sont faites. Mais avant tout, bienvenue à vous tous, chers publics, oui, très cher public. Vous savez qu'en 2023, nous avons non seulement retrouvé notre public, nous avons eu une augmentation d'audience de plus de 16%, mais nous avons aussi renoué avec les nouvelles générations. Et cette année, nous voulons aller encore plus à votre rencontre avec nos films qui vont devenir vos films, une programmation qui, une fois de plus, va vous surprendre par sa qualité, son intensité et sa force de remise en question et d'interpellation. Nous allons mettre la jeunesse au centre de ce festival, mais aussi touche dans notre quotidien et qui sont le miroir de nos réalités, et chacun et chacune d'entre vous s'y retrouvera. Mais aussi sur des thèmes qui touchent l'humanité avec un grand H. Il y a aujourd'hui dans le monde plus de 100 conflits armés, la plupart des conflits oubliés. Je pense par exemple à Haïti, un monde qui n'a jamais été aussi instable depuis la Deuxième Guerre mondiale, et tous ces conflits intra- ou interétatiques, nous pourrions tous les condamner, avec ces incertitudes, la confusion et la peur qu'elles suscitent. Et récemment, au lendemain du 7 octobre 2023, Vision du Réel a aussi joint sa voix à l'appel en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et permanent de la libération des otages et de l'accès sans entrave à l'aide humanitaire à Gaza. Certes, nous en sommes conscients, même si notre voix n'est qu'une voix parmi tant d'autres, nous n'avons pas le droit de nous taire. Ce sont une des visions du réel. Il y en a plusieurs, et ces visions sont bien évidemment subjectives, comme le sont aussi les discours politiques et les réseaux sociaux. Donc, compte tenu de ces éléments, j'avais envie d'ouvrir ce festival avec une réflexion en invitant à un bref échange sur scène l'écrivain italo-suisse Giuliano da Ampoli. Giuliano est célèbre, notamment reconnu pour son ouvrage Le Mage du Kremlin, qui est paru aux éditions Gallimard en 2022 et qui a obtenu le Grand Prix du roman de l'Académie française, mais aussi pour son essai Les ingénieurs du chaos, paru en 2019. Je dis racine italo-suisse, tu peux nous expliquer en 2 mots? C'est-à-dire que je ne suis pas un Suisse trop crédible à tes yeux. Non, c'est très simple. J'ai une mère 100% suisse allemande, et donc je n'ai jamais vécu en Suisse.
mais j'ai un rapport peut-être un peu naïf à la Suisse. C'est un endroit, j'ai un peu la vision de la Suisse de la mélodie du bonheur, la fin de la mélodie du bonheur, quand ils arrivent à un moment en Suisse, c'est un lieu de sûreté, de calme, de paix et de beauté. Et donc, c'est peut-être parce que je n'y habite pas, et donc voilà, je ne dis pas les inconvénients, mais j'y passe beaucoup de temps, je viens ici pour écrire, et j'aime beaucoup la Suisse. Bon, si je vous ai invité ici, c'est parce que, en fait, j'ai été inspiré par Werner Herzog, qui est un cinéaste majeur de dimension mondiale et qui a été invité comme hôte d'honneur de notre 50e anniversaire en 2019. Et il vient de publier un essai en février 2024 sur l'avenir de la vérité. Et il admet dans ce livre que le film, y compris le documentaire, peut aussi procéder d'une démarche un peu manipulatrice. Et il pose la question, je cite, « Voulons-nous qu'on nous montre politiquement et émotionnellement de la manière la plus sophistiquée possible ?» Et d'ajouter en conclusion de son livre, « Le monde, la réalité, la vérité, qu'est-ce que c'est ?» Je repose la question, je ne peux pas y répondre. Et vous, Giuliano, qu'est-ce que la vérité? Vaste question. Et si Werner Herzog n'a pas pu répondre, ce ne sera pas moi ce soir qui vais le faire. Mais je pense qu'il y a plusieurs régimes de vérité. Il y a une vérité factuelle qui devient de plus en plus compliquée parce qu'on vit dans une réalité dans laquelle chacun d'entre nous n'a pas que droit à ses propres opinions, mais un droit à ses propres faits aussi. La sélection des faits fait beaucoup dans la construction de la réalité. On peut, avec des faits réels, il n'y a pas besoin. Utilise les nouvelles technologies et les médias sociaux pour influencer l'opinion publique et gagner du poids. Vous pouvez dire deux mots sur ces mécanismes? Oui, ma formule, c'est un peu la rage plus l'algorithme qui produit le chaos. La rage a toujours existé, elle existe dans la société, elle a des causes souvent réelles, et la politique s'occupe de la rage et l'exploite d'une certaine façon depuis toujours. Mais la différence aujourd'hui, c'est qu'on a des instruments beaucoup plus pointus pour l'exploiter de façon chirurgicale. Donc, par exemple, dans le cas de la campagne du Brexit, ceux qui faisaient campagne pour la sortie du Royaume-Uni de l'Europe, eh bien, se sont adressés aux chasseurs en disant que l'Europe protégeait trop les chasseurs et qu'il fallait donc sortir de l'Union européenne, et se sont ensuite adressés aux admirateurs et aux amis des animaux en leur disant que l'Europe ne protège pas suffisamment bien les animaux et qu'il fallait donc sortir de l'Europe. Et ça, c'est un exemple relativement banal de techniques qu'on peut utiliser à tous les niveaux et qui sont en train peut-être un peu de changer la dynamique, la peur, la rage, et que les hommes politiques, les femmes politiques aussi, les responsables politiques qui arrivent à exploiter ça en entrant dans cette logique de l'engagement, quoi que coûte, vrai, faux, cohérent, pas cohérent, ceux qui arrivent à générer de l'engagement en entrant véritablement dans la logique des plateformes Internet ont un avantage sur les autres. Par exemple, l'Union européenne. Toi qui es aussi une fidèle de Vision du Réel. Bon, tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être là. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonjour à l'équipe. Bon, à Berne, je me sens un peu comme un poisson dans l'eau, il faut le dire. J'adore. Je trouve la Suisse un pays passionnant par sa diversité des cultures, et il faut le dire, des mentalités, des rapports différents à l'État entre la Suisse et l'Amérique, les différentes régions de notre pays. Moi-même, j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille déjà bilingue, et ça facilite, donc j'ai quelque part été modelée par cette diversité suisse, et du coup de pouvoir travailler à Berne dans ce contexte
est pour moi vraiment un privilège, et je me dis tous les jours, ce pays, c'est un petit miracle. Je ne sais pas comment il tient, mais c'est un miracle. Grâce au miracle. Tu rentres de Strasbourg, où tu as eu des entretiens aussi avec la secrétaire générale du Conseil de l'Europe, qui est toujours en place, donc. Peut-être tu peux nous donner tes impressions, puisque c'était hier ou aujourd'hui même. Oui, alors effectivement, en tant que directrice de l'Office fédéral de la culture, je représente la Suisse aussi dans les instances bilatérales ou multilatérales. Pour moi, personnellement, je pense que la Suisse a un rôle à jouer aussi dans la politique internationale de notre pays. Et c'est la raison pourquoi j'ai aussi souhaité passer 2 jours en fait au Conseil de l'Europe. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir un long entretien avec la secrétaire générale pour 2 raisons. La première, c'est que c'est une institution qui a vraiment joué un rôle fondamental en Europe pour la culture. Et depuis les années 2000, le rôle de la culture s'est progressivement affaibli. À Reykjavik, le Conseil de l'Europe a fixé une grande priorité très importante qui est la démocratie. Et la deuxième raison pourquoi j'ai souhaité me rendre au Conseil de l'Europe et avoir tous ces entretiens, c'est pour renforcer, pour donner un signal politique aussi que la culture, il ne peut pas avoir de démocratie sans une culture vivante, diversifiée. Et je pense qu'aujourd'hui, souvent on pense que la culture c'est quelque chose de confortable. Peut-être dans le futur, la culture sera un combat pour notre liberté, un combat pour la liberté d'expression, un combat pour la liberté de créer. Donc voilà, j'ai eu des discussions passionnantes aussi avec différents représentants et ambassadeurs au Conseil de l'Europe sur cette question du rôle fondamental de la culture pour nos démocraties en Europe. 2022. On était encore dans une phase Covid. Je me souviens, je suis arrivée dans les bureaux à Berne, il n'y avait quasiment personne. Et le premier réflexe, après quand même cette césure pour la culture de plusieurs années, mais aussi cette prise de conscience de l'importance qu'elle joue finalement dans notre société, mais aussi dans nos vies quotidiennes, j'ai souhaité lancer un processus effectivement un peu plus participatif qui inclut dans la définition même des priorités de la politique culturelle en Suisse ceux qui font et qui financent la culture en Suisse. Et c'est effectivement pas forcément la Confédération. La Confédération, c'est environ 11% des coûts de la culture qu'elle prend en charge, mais c'est surtout les villes et les communes, plus que 50%, et les cantons. Mais après la pandémie, je crois qu'on a tous pris conscience qu'il est important de collaborer pour renforcer le rôle de la culture et la culture en Suisse, mais aussi qu'on travaillait quand même tous et toutes sur des sujets et des priorités plus ou moins similaires. Donc, cette démarche participative très construite pendant une année, elle a permis de définir les grands défis pour la culture en Suisse. Et c'est ceux qui sont posés pas comme les objectifs de la Confédération, mais qui sont posés comme le résultat de cette analyse commune dans le message culture. Devant le Parlement, avec le message culture qui est aussi un message financier, où nous demandons un peu moins qu'1 milliard pour 4 ans pour la culture au niveau de la Confédération. J'ai envie de dire que bien sûr, moi, je ne peux pas présager des décisions prises, mais on vit une période où la culture est devenue plus importante, peut-être plus urgente, et je pense qu'il y a quand même une prise de conscience de son importance. D'autre part, c'est vrai qu'on peut des fois entendre, surtout au niveau confédéral, que la culture, bon, c'est un peu du luxe. On peut s'offrir ça quand ça va bien, mais quand ça ne va pas bien, on peut le couper. Alors à ce type d'argument, je réponds très volontiers que nous vivons dans un pays tout à fait magnifique, où dans le 2e article de la Constitution suisse, on mentionne comme un des 4 buts de la Confédération la diversité culturelle. C'est rare. Si vous lisez ces articles de but d'un État dans d'autres pays, vous avez le drapeau, la couleur du drapeau, vous avez d'autres. Chez nous, on parle de la prospérité économique commune, du développement durable, de la cohésion interne et de la diversité culturelle. Donc des fois je dis, mais non, mais oubliez le message culture. Nous, ce qu'on fait,
c'est tout simplement mettre en œuvre l'article 2 de notre Constitution et un des buts fondamental et essentiel qui nous constitue en Suisse. Et pour le film et le festival, juste pour compléter, on sait qu'il y a une pression financière, que les cinéastes, l'industrie du cinéma a besoin de ces subventions. On sait que la SSR va devoir réduire ses prestations d'une façon ou d'une autre. Enfin, peut-être que c'est contesté, mais le risque est quand même assez grand. Donc, c'est vrai que les festivals se posent des questions. Et il faut les rassurer, ou leur montrer la direction. Alors c'est difficile d'être rassurant, mais nous essayons de vraiment maintenir les budgets. Nous avons fait, ça c'est aussi le rôle de l'Office fédéral de la culture. Hein. Je ne dirige pas l'Office fédéral des finances, mais de la culture. Donc on va se battre pour la culture, pour le maintien des budgets culturels au niveau de la Confédération. C'est notre rôle, et tout particulièrement bien sûr pour les budgets du cinéma, d'autant plus effectivement que la SSR-SRG est un partenaire extrêmement important dans le financement de la culture, mais particulièrement du film, et que s'il devrait avoir des diminutions qui affecteraient le pacte audiovisuel, ce serait une très mauvaise nouvelle pour le cinéma en Suisse et pour la production audiovisuelle. Donc, comptez sur notre motivation pour maintenir les budgets, y compris pour les festivals, qui font un travail magnifique en Suisse, un travail extrêmement important. Et j'aimerais vraiment aussi saluer le travail de Vision du réel, qui est une manifestation de plus grande importance au niveau international, qui fait rayonner aussi le film documentaire, mais où je dirais le film qui explore le réel, c'est peut-être plus correct pour décrire ce qui se passe ici, et qui est aussi un événement vraiment bien suivi, avec un public qui nous dérange, et de pouvoir échanger autour effectivement de ces films qui sont montrés ici. Cinéma, bonjour à tous. Il ne faut jamais sous-estimer la nature sentimentale des rapports politiques. C'est par ces mots de Giuliano da Empoli, que je crois le connaître, que j'ai l'immense plaisir d'être parmi vous ce soir et, mutatis mutandis bien sûr, vous dire au nom des autorités politiques cantonales la nature presque sentimentale des liens qui nous unissent dorénavant à Vision du réel. Parmi les grandes manifestations cinématographiques de Suisse, nous avons en effet la chance d'accueillir en terre vaudoise la seule qui, depuis plus d'un demi-siècle, met en valeur le cinéma du réel. C'est une fierté que de le soutenir et d'assurer son avenir aux côtés de la région et de la ville de Nyon. Même lorsque c'est beaucoup trop. Je vous prie de les applaudir pour leur amour, c'est ce qui fait du festival ce qu'il est, spécial et merveilleux. This film, Juan Palacios won't be here for a Q&A because he will be doing a Q&A in the other theater, so exceptionally we will ask one question before the film, which we should never do actually, but you know, we give an exception. Juan, do you want to tell us maybe about, you know, how you came to that specific place first, and the second part of the question is, you know, how you construct the film afterwards, kind of like create, you know, a film out of those stories, those lives, those portraits. Yeah. What can I say? Thank you first, like, for having me here. Like, I think this is like such a wonderful. I mean, it's a huge honor to be the opening film of the festival. When I was coming here, I bumped into like a couple of fellow filmmakers, and I was telling them how like I've been like ever since I started making films, I wanted to show my work here at Visions du Réel, and I tried with my first film.
he didn't make it. It was shortlisted, but didn't make it. My second film, it didn't work out with the dates. But this one tonight, it's the opening film, and that's amazing. I forgive you for not selecting my first film. And about the film, so it was a project that was proposed to me by a producer in Denmark, Andreas Dalsgaard, because he watched my previous film, the one you didn't take. Sorry. He really liked the film, and he proposed me to make a similar film, but on this island in Denmark. And I was like, yeah, I mean, it was like also like the topic was totally up my alley. The film is about this little island in the Wadden Sea where when we started making the film, it was 31 people living there. Now it's 27. So it's a very tiny island, and it's like the sea level is rising, and the water is getting warmer and warmer. So then, I mean, the storms that can be potentially catastrophic to the island happen more often. So basically, they are at risk of disappearing, and that would be like the first territory of Denmark that could like be lost to the climate change. So, I mean, for me, it was like very interesting the fact that, you know, in such a rich country as Denmark, usually when we hear these kind of stories are like mostly from other islands in the Pacific Ocean or so. So in the beginning, Andreas proposed me to make this film, and I said yes, and we started from there. And then, I mean, this film has been like a strong collaboration with visual anthropologist and also co-director of the film, Sofie Husum Johansen. She, in the beginning, she spent like a great deal of time on her own on the island, like 3 weeks at least, just getting to know everyone, not necessarily one of them, but really collecting, you know, their vital stories and really listening to them, and like this became like a pool of like personal narratives that later we used in order to build the film, and I guess we would choose the stories that would resonate more with the theme of the film, and also like the stories that would allow us to reveal like different layers of this landscape. Yeah. Perfect, thanks a lot, Juan. De Vision du réel, Émilie Bugez et Mélanie Courvoisier, pour l'immense travail qu'elles font. Remercier aussi toute l'équipe, tous les bénévoles, parce que sans eux, il n'y aurait pas de vision du réel. Et ajouter encore un tout petit détail, je déclare la 55e édition de Vision du réel ouverte. Surtout en anglais, parce qu'il y a encore quelques invités internationaux qui sont dans la salle.